Imaginez la scène. Le 11 septembre 1944, les maquisards et la première armée défilent à Dijon, accueillis dans une grande liesse populaire. Ils partent de la place d'Arcy et rejoignent ici la place de la Libération, alors renommée place de Gaulle. Alors la guerre n'est pas terminée, mais pour les Côte-d'Oriens et les Dijonnais, c'est l'heure de la liberté retrouvée. Les premières troupes qui rentrent dans Dijon rentrent donc le 11 septembre autour de 9h30. Une première automitrailleuse rentre place de la Libération, qui à l'époque s'appelait place Maréchal Pétain. Et puis les autres troupes rentrent par l'avenue Victor Hugo et la place d'Arcy. Également dans l'après-midi, notamment des groupements de résistance font également leur entrée dans Dijon. La population exulte de joie. Puis on voit des photos, place d'Arcy par exemple, rue de la Liberté, où tout le monde est massé, les gens sont massés sur le trottoir. La population acclame les libérateurs, les femmes les embrassent. Enfin, c'est l'explosion de joie. Après, comme je disais, 51, je crois, mois de cauchemar. Voilà. Donc, c'était l'euphorie générale. Même si la guerre n'était pas terminée pour autant. Mais pour l'instant, la population voit son sort à elle. Je ne pense pas à ce qui va encore arriver, puisqu'il faudra attendre le 8 mai 45 pour que tout soit fini, enfin, en Europe. Voilà. Donc là, on a effectivement affaire à un véhicule de reconnaissance et un véhicule qui servait à faire beaucoup de choses au sein de l'armée américaine. On a une version de base qui servait à faire de la reconnaissance. On avait aussi des modèles radio avec des postes radio à l'arrière, des modèles qui étaient spécifiquement équipés pour évacuer des blessés. Voilà, c'est vraiment le véhicule typique de la Libération, mythique, c'est vraiment l'emblème de la Libération. Pour les Américains et même pour les troupes françaises qui étaient équipées avec du matériel américain. Le 13 septembre, il y a un Te Deum qui est donné dans la cathédrale Saint-Bénigne, avec la présence notamment des généraux Touzé du Vigier, de Montsabert et puis Brosset. Et le 15 septembre, le général Delattre arrive donc à Dijon avec notamment un défilé des troupes alliées, un défilé de la victoire, où il remettra notamment cours du parc des distinctions et notamment à des résistants qui se seront montrés dignes, en tout cas, des combats qu'ils ont menés. Après 4 ou 5 années, ça dépend comment on compte, mais de privation, de liberté suspendue, de contrôle, d'exécution sommaire, d'exclusion, etc. Il y a un moment de joie, ça c'est certain. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la guerre est finie. Elle va durer jusqu'en mai 1945. Donc il y a quand même plusieurs mois entre septembre et mai. C'est le temps du deuil. Les prisonniers ne sont pas revenus. Les déportés ne sont pas revenus. Les survivants du génocide aussi. Donc il y a tous ces enjeux qu'il faut avoir à l'esprit. C'est plusieurs sentiments mêlés. Derrière les scènes de liesse se cache une autre réalité, celle des vengeances et des règlements de compte. Plusieurs mois avant la libération, des collaborateurs, réels ou supposés, reçoivent déjà des lettres de menaces. À l'été 1944, des personnes sont exécutées sommairement, souvent accusés d'être des agents ou des indicateurs de la Gestapo. À Dijon, les locaux abritant les partis collaborationnistes sont détruits et la ville n'échappe pas à un phénomène d'épuration, notamment avec des femmes tondues,
accusés de collaboration horizontale. Parmi tous les exemples de vengeance survenus en Côte d'Or, l'un d'eux est particulièrement marquant. Dans les mois suivant la libération de Dijon, en février 1945, des milliers de Dijonnais, malgré les appels au calme des autorités politiques, se dirigent vers la prison pour en sortir l'ex-commissaire Marsac. Il est accusé de nombreuses arrestations, dont plusieurs se sont soldées en fusillade, et d'avoir mené plusieurs actions de représailles contre des patriotes. Son procès avait été renvoyé la veille, provoquant la colère des Dijonnais. Il est traîné dans différents endroits de la ville, lynché et pendu aux grilles de l'hôtel de ville. Très vite, et ça il ne faut pas le perdre de vue, le CDL qui était mis en place, les logiques administratives vont contrôler ça très vite et vont permettre une véritable justice, qu'elle retrouve sa place, qu'il y a des gens qui soient défendus, qu'il y ait des avocats. Alors certes, il y a de l'indignité nationale, hein, certains qui sont vont ne plus pouvoir être élus, etc. Mais c'est pas si fort que ce qu'on a bien voulu dire à une époque, qui est une propagande plutôt d'extrême droite, qui présente l'épuration dite sauvage. Non, il n'y a pas d'épuration sauvage, il y a un contrôle. Alors, il y a des débordements, ça c'est vrai, il y a des exactions, ça c'est vrai, mais attention, ça ne prend pas cette ampleur-là. Alors, la guerre n'est pas finie, hein, il faut attendre le 8 mai 1945, il faut encore panser les plaies, il faut que les prisonniers reviennent, il faut que les déportés reviennent. Il y a tout cet enjeu, il y a aussi ceux qui ne reviendront jamais, le génocide, entre autres, et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il y a des communautés qui n'existeront plus. Hein. Les Juifs de Dijon, quand même, sont largement décimés avec les enjeux de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a encore le rationnement, le ravitaillement. Il ne faut jamais perdre de vue que les tickets de rationnement, ils vont durer encore. Ce n'est pas au lendemain de la libération. Non, il y a encore des périodes de privation. Mais il y a quand même un espoir, il y a des libertés retrouvées. Alors, j'évoquais le maire Georges Caunes, il laisse sa place en 1945 et le chanoine Kir est élu en 1945 à la tête de la ville, jusqu'à 1968. Donc on va avoir aussi une reconstruction de la ville qui devient, là encore, elle avait joué un rôle de capitale régionale dans l'entre-deux-guerres, mais qui devient de plus en plus une capitale régionale, et puis surtout une ville qui va plus se tertiariser, moins d'industrie, et qui grandit, hein, qui devient de plus en plus importante, qui accueille tous les enjeux de l'exode rural des années 50 et 60, qui accueille aussi, au lendemain des guerres coloniales, tous les enjeux des populations qui quittent l'Algérie, qu'on a appelé les pieds noirs, et puis l'immigration qui arrive. Donc on a un changement total de la ville, et ça, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale est encore marquée dans l'espace. Entre autres, un char dans Dijon qui rappelle les armées d'Afrique et qui montaient avec de Tassini. Enfin, tous ces enjeux dans l'espace, hein, dans les monuments. Mais cette logique de guerre est dépassée assez rapidement. Exposé près de la place de la République à Dijon, le char Duguay-Trouin est un témoin de la libération de la Côte d'Or. Néanmoins, il n'a pas participé à celle de Dijon. Il a été touché par un obus d'une pièce anti-char allemande le 6 septembre 1944 près de Meursault. 80 ans après la libération de Dijon, se pose le problème de la transmission pour que ce souvenir ne se perde pas. Grâce à l'action d'hommes et de femmes, la mémoire de la libération continue de vivre. C'est le cas notamment avec le groupe pour la conservation de la mémoire 44, qui effectue par exemple des reconstitutions, ou encore de l'antenne côte-d'orienne de la fondation du maréchal de Lattre de Tassigny. Donc le GCM 44, c'est un club de reconstitution et de passionnés de véhicules militaires qui concerne la Seconde Guerre mondiale. C'est l'occasion pour nous de présenter le matériel, d'avoir une mission un petit peu pédagogique vis-à-vis du public qui s'intéresse à l'histoire de cette époque et qui finalement, au bout du compte, ne voit que cette période-là par l'intermédiaire de la télévision. Et alors que là, c'est important pour nous et c'est important aussi pour le public dans la mesure où c'est du concret.
J'ai eu la chance de connaître mes 4 arrière-grands-parents, hein, dont j'ai découvert qu'un de mes arrière-grands-pères avait servi dans l'armée de Lattre. Donc, ce qui crée d'autant plus de liens avec notamment ce grand chef, hein, dont on emporte la mémoire. Notre génération a la chance de pouvoir avoir les derniers témoignages, des derniers témoins vivants de cette période. Et comme j'ai souvent dit, eux sont la mémoire d'hier, nous sommes la mémoire d'aujourd'hui. Et il faut qu'on passe ces connaissances à la mémoire de demain.